Le profilage, aujourd'hui, se positionne comme un outil. Hein, nous apportons ça comme un outil. Mais le profilage est global. Excusez-moi. Le profilage nous fait gagner du temps et de l'argent, évidemment, parce que le but, c'est ça, hein, capitaliser pour gagner du temps, accélérer le processus dans l'entreprise. Vous allez vous rendre compte, ça c'est un témoignage, quand vous allez, pas un témoignage, mais plutôt une affirmation après expertise ou expérience, quand vous commencez à mettre en place le processus et le fonctionnement selon son profilage, vous commencez à comprendre finalement que vous commencez à réaliser vos objectifs facilement. Vous allez gagner énormément de temps. Ce que vous mettez peut-être aujourd'hui 6 mois à faire, vous allez le réussir en un mois. C'est sans prétention, hein, mais c'est ce qu'on observe. Okay? Donc l'idée ici, c'est d'emmener chacun de nous à devenir ce qu'on est, ce qu'il est. Comment on le fait? Vous savez, quand vous achetez un ordinateur ou un téléphone, vous achetez bien selon les caractéristiques, non? Même quand vous voulez engager un consultant, vous dites, ah, c'est une entreprise, il existe, elle existe, c'est, comment dire, c'est la capacité est ceci, la durée est cela, l'expérience du consultant, voilà. Tout ça, c'est donc des caractéristiques qui permettent de choisir, n'est-ce pas? D'acheter un téléphone, d'engager une entreprise, ou bien d'acheter une voiture. Maintenant, quelles sont vos caractéristiques à vous? Comment est-ce que vous, en tant que manager RH ou DRH, vous allez pouvoir mettre en valeur les caractéristiques qui vous correspondent? Je parle bien au-delà des compétences. La compétence, c'est quelque chose, c'est comme une forme de capacité qui est devenue professionnelle, n'est-ce pas? Mais l'aspect capacité, l'aspect caractéristique, c'est quelque chose qui va vous poursuivre toute votre vie. Merci. Et donc, il suffit d'identifier quelles sont les caractéristiques réelles qui me suivent. Qu'est-ce que je produis naturellement, même quand je suis en train de dormir? Qu'est-ce qui me caractérise face à vous? Qu'est-ce que vous observez? Même moi, je ne me rends même pas compte. Mais quand j'ai mentalisé mon intelligence, je sais que je suis en train de faire de l'arbitrage. Là, je suis en train de faire de l'arbitrage. Naturellement, sans même que je me rende compte. Je suis en train de parler d'une chose, mais je suis en train de faire l'arbitrage avec vous. Parce qu'évidemment, je l'ai identifié, je sais comment je fonctionne, hein, maintenant, depuis. Et donc, je sais ce que j'apporte. Mais quand je sais ce que j'apporte, je vais donc négocier mes capacités d'arbitre de la meilleure façon. Même si je suis un bon consultant, un bon commercial, peu importe, un bon directeur, mais je vais plus manager et valoriser mon aspect arbitre. Parce que c'est là où je suis incontournable. Quand je le sais, je peux maintenant mettre cette capacité d'arbitrage dans mes compétences, au service de mon entreprise, au service de mes compétences, au service de mon club, au service de mon équipe, etc., ou de mes projets. Parce que je sais ce que j'ai comme valeur. Okay? Ça va nous permettre, en fait, pour chacun, d'identifier comment est-ce que nous nous positionnons dans le système. Nous allons identifier comment est-ce que nous nous positionnons dans le système, comment nous fonctionnons. Un système, c'est quoi? Un ordinateur est un système. Où est-ce que je mets la touche? Comment je fonctionne pour être sûr que cela fonctionne et que je restitue la réponse. Le but de l'ordinateur, c'est de restituer l'image que j'aurais demandée après programmation. Mais moi, en tant que système, ou moi, en tant qu'acteur dans le système, qu'est-ce que je produis? Vous comprenez? OK. Nous allons passer au profilage. Regardez un peu, je vais faire un exercice. Croisez les bras, je vous prie. Juste un exercice. Croisez vos bras, je vous prie. Voilà, vous avez croisé les bras. Maintenant, je vous demande de croiser les bras dans le changer de position de main. Voilà. Je vois qu'il y en a qui ont pris 3 secondes avant d'y arriver. Ou il y en a qui, quand on croise les bras, voilà. Mais quand il faut changer, c'est un peu gauche. Nous savons nous croiser les bras des deux côtés. Mais nous avons un meilleur côté. C'est ce qu'on appelle les préférences, non? Nous sommes tous des DRH, nous connaissons un petit peu ce genre d'outils pour identifier la force. Ici, nous allons utiliser un outil qui va nous permettre non seulement de pouvoir, comment dire ça, identifier comment nous fonctionnons au mieux, mais pour le reste, pour la suite de l'exercice, vous verrez comment ça devient pertinent quand on va commencer à s'identifier et à savoir comment on fonctionne. Et c'est ce que Systemage a voulu vous offrir ce matin dans cette présentation. OK? Rappelez-vous, un comportement n'est pas forcément adaptable dans un même environnement.
On peut avoir un comportement qui ne va pas dans cet environnement-là, même si on préfère cet environnement-là, même si on préfère ce comportement-là. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche en fait à identifier là où on est confortable. Parce que si mon comportement correspond à l'environnement dans lequel je suis à l'aise. Mais quand on me demande d'avoir un comportement qui ne correspond pas à ce qu'on fait dans la nature, ça me demande beaucoup d'efforts. C'est là où je commence à chuter. C'est là que ça commence à devenir difficile pour nous. Comment est-ce qu'on va me demander d'être performant quand je n'ai même pas quoi manger à la maison, quand j'ai à peine $300 pour même bouger, quand je ne peux même pas arriver à mon service très, très vite? Donc, mon comportement va être inadéquat. OK? Je vais vous demander, on va faire cet exercice tout de suite. Regardez, vous avez dans votre fiche, là, dans vos flyers, un questionnaire qui est comme une forme de tableau, de colonne. Voilà. Donc, c'est sur cette base-là que vous allez identifier. Ici, juste pour être précis, nous allons faire un exercice au niveau uniquement du comportement préféré. OK? Ce comportement-là va nous donner une indication claire. Vous allez comprendre de quoi je parle tout à l'heure. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai demandé de croiser les bras. Vous avez croisé les bras d'une certaine manière. Ensuite, je vous dis croiser de l'autre sens, ou bien avec l'autre main. Vous avez fait, n'est-ce pas? Mais vous étiez moins à l'aise. Les questions que je vais vous demander, auxquelles vous allez répondre maintenant, c'est simplement dire ce que je fais le plus ou le mieux, ou ce que je fais le plus souvent, sans contrainte, sans contexte. Je ne contextualise pas, il ne faut pas contextualiser professionnel, maison, non. Ce que je fais naturellement, sans contrainte. Comme quand vous avez croisé les bras, il n'y avait pas de contexte. Oh, ça dépend. Il n'y a pas de ça dépend, n'est-ce pas? Ça dépend du jour. Non, parce que j'aime croiser les bras comme ça. Maintenant, quand je vous demande, si ça dit, parce que ça dépend de comment ce qu'on me demande, là, ça devient ça dépend. Mais ici, le but, c'est de dire comment vous fonctionnez, qu'est-ce que vous faites naturellement. Vous me suivez? C'est l'exercice. Ça va aller très vite. Comme ça, on va avancer avec le reste. Par exemple, dans un environnement, quand vous êtes dans une situation pour intervenir, comment vous faites? Est-ce que vous intervenez généralement très, très rapidement ou bien vous êtes plutôt en train de prendre du recul et vous réagissez un peu à retardement? Si c'est la première affirmation, vous allez mettre la croix sur A. Si c'est la deuxième affirmation, vous allez mettre la croix sur B. C'est bon? Allez-y. Pour le numéro 1, la question 1. Vous y êtes? OK. Ça sera la même chose pour tout le reste. Ça ira très vite. Vous êtes prêts? Je recommence rapidement pour cette première question. Ici, le profilage, nous allons commencer avec ça. Je vais faire 2 affirmations. C'est comme si je parlais à moi-même. Je dis, je parle très très vite comme une situation pour intervenir dans une situation. Je suis rapide pour interagir. Ça, c'est la première affirmation. La deuxième affirmation, je prends un temps. J'agis de fois à retardement. Qu'est-ce que je fais généralement? La première affirmation consiste le A pour la première question et la deuxième pour le B. C'est bon? OK. Deuxième question. Comment vous abordez les choses, les situations, de plutôt pragmatique ou bien global? C'est bon? Comment vous abordez les situations, une situation généralement? De manière pragmatique ou de manière globale? C'est bon? Troisième question. Quand vous vous intéressez aux personnes, c'est parce que c'est les personnes en elles-mêmes ou bien c'est parce qu'elles ont des idées intéressantes? C'est bon? Vous vous intéressez à quelqu'un plutôt par rapport à elle-même ou bien par rapport à ses idées? Quand vous vous intéressez à quelqu'un. C'est bon? Vous avez quelque chose à faire. Comment vous vous y prenez? À l'avance ou souvent à la dernière minute? Souvent, qu'est-ce que vous faites? Pas dans l'idéal, mais souvent, ce que vous faites. C'est bon? OK. Cinquième question. Quand on vous pose une question, vous avez tendance à répondre du tac au tac ou plutôt après un certain temps? C'est bon? OK. Sixième question. Vous êtes plus motivé par quoi? Par la conception d'idées ou plutôt par la réalisation de ces idées? C'est bon? OK. Septième question. Face à une critique, votre première réaction est quoi? Face à une critique, de la ressentir personnellement ou bien plutôt de n'y accorder l'importance qu'elle a? Qu'est-ce que vous faites généralement? Ça va? Alors, si je me parle à moi-même, j'ai des difficultés à faire quoi? À changer de programme ou bien j'ai des difficultés
à terminer ce que j'ai entrepris. Neuvième question. Dans un groupe de personnes qui ne se connaissent pas beaucoup, hein, très peu, se connaissent très peu, quelle est votre tendance généralement? C'est d'attendre l'occasion d'entrer en contact ou bien plutôt, c'est de prendre l'initiative de présentation? OK? C'est bon? Dixième question. Que prenez-vous en compte spontanément, naturellement comme ça? D'abord, les faits concrets ou plutôt les possibilités à venir? OK? Onzième question. Comment vous vous considérez principalement? Comme plutôt pas assez sensible ou plutôt trop sensible? Vous vous considérez comment? Pas assez sensible ou trop sensible? C'est bon? On fait les deux. On fait toujours les deux. On est toujours un peu les deux. Mais qu'est-ce qu'on fait le plus? C'est bon? OK. À la fin d'un travail, qu'est-ce que vous avez tendance à faire plutôt? Est-ce que de ranger tout de suite vos dossiers, ceux dont vous êtes servi, ou bien plutôt passer à autre chose et de ranger après? Qu'est-ce que vous faites généralement? 13e. Quand il y a, comme on dit, que Dieu passe, quand il y a le silence, n'est-ce pas, on discute, du coup, il y a un silence. Qu'est-ce que vous avez tendance à faire? À rompre le silence ou bien à laisser le silence se prolonger? Qu'est-ce que vous avez tendance à faire généralement? OK? 14e. Pour résoudre un problème, vous avez un problème à résoudre. Êtes-vous plutôt attiré par les méthodes nouvelles et originales ou plutôt vous adoptez déjà spontanément les méthodes que vous connaissez qui sont éprouvées? Quand vous avez un problème, naturellement, hein, tous les jours. Pas ce que vous faites professionnellement uniquement, mais ce que vous faites naturellement, souvent, même si vous savez faire les deux. 15. Naturellement, vous commencez par quoi? Par dire ce qui va bien, quitte à glisser sur les critiques. J'arrive ici, ah, elle est belle la salle, mais on aurait pu classer les bancs comme ça. Ou alors vous commencez par souligner ce qui a besoin d'être amélioré et vous réservez le compliment après du genre, mais ici quand même, cette salle, mais c'est pas coloré, etc. Mais je trouve ça joli. Vous faites comment généralement? OK? 16. Quand vous avez fait une liste de choses à faire, un plan évidemment, qu'est-ce que vous avez tendance à faire souvent? À oublier la liste ou plutôt à suivre ce qui est sur la liste? Souvent, qu'est-ce que vous faites? Souvent. Ça va? OK. 17. Lorsqu'une question est posée à un groupe, là je vous pose une question en général, êtes-vous dans les premiers à répondre ou bien vous prenez un certain temps avant d'exprimer votre point de vue? OK? 18. Pensez-vous plutôt être imaginatif ou plutôt réaliste? Pensez-vous plutôt être imaginatif ou réaliste? 19. Qu'est-ce qui vous paraît le plus important d'être? Ferme, c'est plus important sinon je perds le nord, ou bien indulgent? Qu'est-ce qui est plus important pour vous? C'est d'être ferme ou d'être indulgent? 20. Vous avez vos documents. Si vous faites un film de zoom au bureau ou à la maison, votre armoire ou le lit ou bien les dossiers à la maison, quand vous faites un zoom là, vous faites quoi? Vos choses sont classées dans les dossiers, dans les compartiments, ou bien plutôt c'est en pile comme ça, les chemises de toutes les couleurs, ou bien les dossiers posés comme ça sur le bureau. OK? OK. 21. Au cours d'une soirée, OK? Êtes-vous souvent le centre d'attraction, hein, ou bien plutôt vous sentez-vous à l'aise quand c'est un petit groupe? On va chuter. C'est bon? 22. Êtes-vous naturellement plus à l'aise en imaginant des possibilités nouvelles ou plutôt en collectant des données précises? 23.
Êtes-vous plutôt compréhensif ou critique? Ça va? Facile. Vous est-il plus facile de changer en fonction des circonstances ou il vous est plus facile de faire ce qui a été prévu? Qu'est-ce qui est plus facile pour vous? C'est bon? Je vais vite, hein? OK. 25, question 25. Vous démarrez un projet. Le projet est au démarrage. Votre premier réflexe, c'est quoi? C'est d'en parler à d'autres personnes ou plutôt de passer par une phase de réflexion personnelle? OK? 26. Comment vous procédez spontanément, hein, on veut dire spontanément, comment vous procédez? Plutôt par analyser les données ou plutôt par associer les idées? 27. Vous avez pris une décision. Vous avez pris déjà la décision. Vous la prenez comment? Sur quelle base? Vous avez mis quoi en priorité? En priorité. On ne dit pas qu'on élimine autre chose. En priorité, on met quoi? Le résultat que vous en attendez ou plutôt l'impact qu'elle risque d'avoir sur les gens? 28. Naturellement, qu'est-ce que vous préférez? Laisser les options ouvertes le plus longtemps possible ou plutôt établir le programme de ce qui est à faire? 29. Vous faites-vous plutôt remarquer, quand on donne une remarque, on fait un feedback, par la spontanéité de vos propos ou plutôt par le caractère réfléchi de vos propos? À 30. Êtes-vous intéressé plutôt par les éléments constitutifs d'un système, chaque élément, ou bien plutôt vous voyez les relations entre ces éléments? 31. Pour choisir, maintenant, pour choisir, avant de choisir, votre premier mouvement, ça se fonde plutôt comment? Vers vos sentiments, convictions personnelles ou plutôt vers une forme de logique et la rigueur des arguments que vous avez? 32. Vous avez des choses à faire généralement. Vous vous sentez à l'aise souvent dans la planification ou plutôt dans l'improvisation? À l'aise, hein? Même si vous savez aussi improviser, vous savez aussi planifier. Mais quand vous êtes à l'aise, c'est dans la planification ou l'improvisation? À l'aise. OK? Au cours d'une conversation, vous êtes en train de vous converser avec quelqu'un. Vous avez plutôt tendance à laisser des silences s'installer, tranquille, on a le temps, ou plutôt vous parlez parfois en même temps que vos interlocuteurs. Quand il y en a qui se reconnaissent, c'est ça? La question 34. Comment vous recueillez les informations? Quand je vous parle, vous les recueillez comment généralement? Maintenant là. Est-ce que en termes concrets, pour savoir les aspects pratiques, ou bien plutôt sous forme d'une vision globale? Alors, la 35, vous est-il plus facile d'affirmer votre point de vue, ou bien il vous est plus facile de vous mettre à la place des autres? 36. 36. Votre mode de rangement, il est comment, généralement, quand vous rangez? Il est de manière objective, parce que vous rangez les affaires de manière objective et finalement accessible à d'autres. Quand on dit, OK, si je donne l'information, vous trouverez ce dossier ici, à cette étagère, au point 4. Ou bien, c'est personnel, et puis quand la personne va là-bas, elle dit, j'ai cherché, finalement j'ai trouvé là. C'est comment votre rangement, généralement, quand vous transmettez. Et du coup, vous commencez à comprendre comment vous allez transmettre votre vision et comment vous transmettez votre vision généralement. Mais il faut l'identifier maintenant pour savoir comment modifier et améliorer s'il faut. C'est bon? C'est là un point essentiel pour transmettre la vision, hein? On en parlera plus tard ou à l'occasion.
Vous êtes dans un groupe nouveau. Vous attendez à quoi? Qu'on en vienne au vif du sujet pour être à l'aise? Ou bien vous êtes à l'aise déjà dès que vous... Bonjour, comment vous allez? Vous ne connaissez même personne. Vous, c'est comment? Moi, c'est Paul Martin. Et vous, c'est qui? Voilà. Ou bien c'est ça. Ou bien c'est quoi? Vous attendez l'occasion ou bien vous êtes déjà directement à l'aise? 38. Qu'est-ce qui vous manque le plus? D'imagination ou il vous manque de plus de sens pratique? Bien sûr, on a tous les deux. Mais qu'est-ce qui vous manque le plus? C'est la question. Ça va? Qu'est-ce qu'on dit de vous généralement? Que vous êtes plus émotif ou plutôt froid? Qu'est-ce qu'on dit de vous? 40. Votre slogan. C'est comment votre slogan favori, hein? Favori. Naturellement, c'est quoi? Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, ou plutôt, mais attends, ne fais pas ce qui peut changer demain, il ne faut pas faire ça aujourd'hui, hein, parce que demain, on ne sait jamais ce qui va arriver. Quel est votre favori slogan? OK? 41, on arrive bientôt à terminer. Où est-ce que vous trouvez votre énergie quand vous êtes boosté, quand vous êtes fort, énergique? Est-ce que c'est dans le monde extérieur, les contacts, les actions, ou plutôt dans votre monde intérieur, des pensées, des sensations, intuitions, etc. Là où vous trouvez votre énergie, là où vous êtes vraiment boosté. 42. Êtes-vous spontanément, hein, parce que le reste on sait faire, attiré par ce qui est concret, pragmatique, factuel, ou bien plutôt par ce qui est imaginatif, abstrait? Qu'est-ce qui vous attire le plus? 43. Vous voulez prendre une décision. Qu'est-ce que vous adoptez plus comme position? Rappelez-vous, la décision, c'est quoi, hein? Même si nous savons tous les DH, nous, quand on prend une décision, ça veut dire qu'on enlève toute autre possibilité qui puisse exister. Donc, c'est ça la difficulté de fois quand on prend des décisions. C'est-à-dire, mais quand je prends ma décision, j'adopte quelle position? C'est distancié, logique, basé sur des critères objectifs, ou bien plutôt personnel, une position personnelle, subjective, et puis basée sur mes propres convictions, généralement. On fait les deux. Qu'est-ce qu'on fait plus? Qu'est-ce qu'on fait plus? Le plus, souvent, naturellement, sans réfléchir. C'est bon? OK. La dernière, mon style de vie, votre style de vie, il est comment? Plutôt organisé, méthodique et planifié ou plutôt souple, adaptable, spontané? L'exercice rapide que vous allez faire maintenant, après avoir terminé de répondre à ces questions, juste une chose. Quand vous savez comment vous fonctionnez, quand vous savez comment vos collègues fonctionnent ou produisent, ce que vos collègues produisent, quand vous connaissez, comme on dit, dans toute chose, il y a une forme d'instrumentalisation, évidemment, n'est-ce pas? Je vais optimiser le temps, je vais gagner du temps, je vais gagner de l'argent, je vais m'assurer régulièrement de ramener mes objectifs à leur but, n'est-ce pas? C'est que je dois identifier réellement comment je fonctionne, quel instrument je suis. Nous n'allons pas travailler sur l'instrumentalisation aujourd'hui, comment est-ce que je me mets en instrumentalisation, si je peux ça se dire en français, mais je vais plutôt parler du fait produit, c'est ce que je traite. On est bien d'accord, non? Et si j'ignore ce que je produis, je ne saurais pas quoi négocier sur le terrain. Je ne saurais pas quel effet j'impose à mon entourage, même en tant que DH. Si j'identifie évidemment de manière effective ce que j'implique, ce que j'entraîne chez mes collègues, mon entourage, sans même le savoir, je pourrais maintenant commencer à anticiper, commencer à projeter et maintenant à travailler avec les équipes. Maintenant, si on sait aussi comment mon équipe fonctionne, je saurai comment me mettre en œuvre pour organiser et restructurer justement mon entreprise et surtout mieux faire la répartition. Je prends quelques exemples de l'instrumentalisation. Vous savez, nous avons des instruments différents. À part les outils que nous utilisons évidemment pour atteindre nos objectifs, pour fonctionner, mais il y a l'instrument
J'ai dit tout à l'heure que quand on a un instrument de musique, par exemple, comme une forme de guitare, j'ai mis ça là, je ne sais pas, non, je n'ai pas mis encore, ça nous permet de dire quelle est la fonction de la guitare. C'est bien ça, non? Quel est le but de cet instrument? Si ce n'est pour produire du son. Mais il produit du son et des vibrations, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qu'on met en lien. On met en lien le son et les vibrations pour produire une mélodie. Et la mélodie qui va dire on est en temps de guerre ou bien on est au repos, il faut y aller, il faut stopper. Voilà cette mélodie-là. On dit je me motive, comme on dit je mets en marche mon programme pour aller et fonctionner selon ce qu'on m'a demandé de fonctionner, ou bien selon ma vision. Si je sais mettre en mouvement mon équipe selon ma vision, c'est parce que je sais comment faire fonctionner l'instrument qui est en face de moi. L'idée ici, c'est d'identifier l'instrument que nous avons. Si on prend une population entière, on profite toute la population, on identifie comment il se met en marche, on pourra l'aider non seulement à réussir, mais à fonctionner différemment. Et à créer un environnement en fait, qui l'aide réellement à penser, à fonctionner selon la vision de leader qui est avec eux. Voilà pourquoi est-ce que je parlais de l'environnement qui est important, mais surtout du fonctionnement individuel quand on identifie comment on fonctionne. Je donne l'exemple de guitare qui produit le son et du coup ça crée l'impact. L'assemblage, c'est le profilage, en fait, en réalité, c'est ça. Pour définir, rapidement, maintenant, je peux définir le profilage. C'est l'assemblage. Comment on dit profilage? C'est la mise ensemble. C'est aménager, quelque part, des éléments, comme un stylo. Un stylo devient un instrument parce que c'est un complément des choses. Hein? Voilà. Un stylo, c'est un instrument pour écrire, par exemple, hein, n'est-ce pas? Mais le lien que je fais entre l'instrument et un papier, ce lien-là, c'est l'écriture, n'est-ce pas? Et du coup, ça devient utile. Maintenant, quand je vais lire ce qui est écrit sur le papier, je dirais, je sais maintenant de quoi l'autre veut parler, n'est-ce pas? Sinon, je ne saurais pas communiquer avec, si ce n'est pas écrit. Mais parce que j'ai utilisé un stylo, une forme d'encre. Okay? Donc, de la même manière, quand on fonctionne dans une entreprise, quand on a des ressources humaines, comment on va fonctionner pour s'assurer des résultats? Ici, c'est la mise en œuvre qui compte. Comment je mets mon équipe en œuvre? Comment je me mets moi en œuvre pour être sûr que j'atteins mon objectif? Comment? Musique, je donnais tout à l'heure l'instrument de musique. Je dois savoir qui je suis, comment je fonctionne, qu'est-ce que je produis. La musique produit une identité. D'ailleurs, quand on dit nous avons la culture musicale, n'est-ce pas? Musicale, l'oreille musicale, c'est une forme d'identité, n'est-ce pas? La musique, je connais, j'ai l'oreille, donc du coup, j'ai une attitude parce que je maîtrise la musique, ou bien je suis à l'aise, ou bien je bouge, etc. Là, ça me crée une identité. L'identité, c'est mon comportement, n'est-ce pas? Quand je me vois comme ça, ah ben, il est genre cool, hein? C'est son identité. Ça produit ça. Donc, c'est ce que je produis parce que je suis un instrument de musique. Mais je produis cela parce qu'on me met en mouvement. Parce que quelqu'un m'instrumentalise. Quelqu'un met en relation entre mon bras et ma jambe pour que je devienne un instrument. Maintenant, quand je parle de l'instrument de mesure, qu'est-ce que je mets ensemble? C'est tout un appareil, hein, on peut dire. Mais ça met en relation les valeurs et les quantités. Pour donner quoi? Pour produire les statistiques. Et quelque chose applicable pour construire, pour fabriquer, n'est-ce pas? Pour faire une forme de prototype. Ça s'applique. Donc l'instrument de mesure permet d'appliquer. Donc c'est pour ça qu'on parle de vision aussi. Il faut savoir qu'est-ce que tu veux emmener les gens à appliquer sur le terrain. Il faut instrumentaliser. Je ne sais pas si c'est un mot gentil, hein, quand on parle d'instrumentalisation. Ce n'est pas toujours un mot gentil. On a utilisé ça souvent dans les contextes compliqués, mais il faut remettre le mot à sa place. L'instrumentalisation, c'est bon. Mais quand on commence à manipuler, à instrumentaliser les gens pour ses propres intérêts, là, on commence à faire quelque chose de mal. C'est pour ça que je dis toujours, tout dépend de l'utilisation de l'outil que tu as. Si tu l'utilises mal, ça devient encombrant. Si tu l'utilises bien, tu crées de belles œuvres. Donc, ici, il y a aussi l'instrument de contrôle. Qu'est-ce que ça produit? Ça produit un fonctionnement, une qualité de service, par exemple. Comment on fonctionne naturellement bien. Parce qu'on a mis ensemble les évaluations, la certification, ce qui est certifié que nous avons contrôlé, c'est sûr, par rapport à nos normes. Et nous savons que si nous ne fonctionnons pas avec normes, nous avons difficilement les normes à travers lesquelles nous fonctionnons, nous, pour nous reconnaître. C'est pour ça que même notre constitution n'est même pas reconnue par tous, n'est pas comprise par tous. Par exemple, ici, le paiement. Un instrument de paiement, c'est quoi? Ça facilite aussi, quelque part, les transactions. Ça produit les transactions faciles, la sécurisation, mais parce qu'il y a eu garantie. L'instrument de mesure de paiement, c'est comme une carte. Quand tu as une carte de crédit, ça te garantit non que tu as l'argent. Tu mets ensemble avec une machine, ça te crée une forme de transaction. Tu peux payer avec ça. Donc, l'instrument de paiement crée la transaction et ça sécurise tes achats ou bien tes consommations.
Encore un autre exemple financier. Un instrument financier, c'est pourquoi? C'est pour qu'il y ait des outils de gestion client, gestion financière, gestion, n'est-ce pas? Pour gérer les humains, les ressources humaines, parce qu'on a besoin de stabiliser le fonctionnement et de savoir combien ça coûte. Quand on dit gestion humaine, parce que dit, si je prends 10 personnes, je risque d'être à sec. Il faut que je prenne 3 pour mieux gérer. Donc, ça me permet de gérer. Sinon, je fais n'importe quoi sans savoir où je vais. Ça, c'est pour le management. Il y a la gestion, comme on dit, l'instrument de navigation. Ça, tout le monde connaît. Qu'est-ce que ça produit réellement? Ça produit une orientation, les objectifs et le but à atteindre. Mais qu'est-ce qui se passe entre deux? C'est la position. Quand on donne où on est, la direction dans laquelle nous sommes en train d'aller, ok, nous savons que nous allons atteindre ce but-là. Parce que si je vais atteindre ce but-là et que je suis orienté comme ça, je vais avoir du mal à atteindre mon but. Je vais devoir passer peut-être 5 ans pour atteindre mon but. Or, si j'ai la bonne direction, je me positionne correctement, je sais que ce but va être atteint en ligne droite. Donc, l'instrument de navigation que je vais utiliser, peut-être que vous serez peut-être un instrument de navigation pour l'équipe, mais il faut l'identifier dans l'équipe. Quand on fait le team building, par exemple, même dans l'équipe fonctionnement, il faut identifier quel instrument chacun est pour utiliser et optimiser justement ces équipes-là. Et il y a aussi l'instrument politique, parlons-en. C'est censé créer des richesses. C'est censé créer des richesses. Ça produit... On met ensemble la production, l'économie, mais qu'est-ce que ça produit généralement? C'est pour produire les richesses et l'éducation. Mais qu'est-ce que nous, on en fait? Comme je disais tout à l'heure, un outil bien utilisé fait quoi? Je recommence. Un outil mal utilisé devient encombrant. Quand c'est bien utilisé, ça crée de belles œuvres. Tout est question d'utilisation. Notre instrument politique, comment on l'utilise? Notre entreprise, comment on l'utilise? Notre maison, comment on l'utilise? Notre mari, comment on l'utilise? Notre partenaire, comment on les utilise? Notre équipe, on les utilise comment? Nos instruments, on les utilise comment? Ça, on l'utilise comment? Le monde, on l'utilise comment? C'est un peu le but. On veut chercher à identifier pour savoir résoudre le problème là où il faut. Trouver sa place, c'est aussi identifier là où je résous mon problème. À quel niveau je résous mon problème? Si j'ai identifié ma position, où je suis très fort dans l'environnement et que je peux modifier mon environnement, je sais que le problème sera résolu au niveau des comportements. Quand je sais de manière logique où résoudre mon problème, je peux facilement fonctionner et puis avancer dans ce que je suis en train d'entreprendre. Vous me suivez jusqu'à présent? Je ne vous ai pas perdu, j'espère. Hein? OK. Ça, c'est pour dire comment vous allez commencer à mettre en application ce que vous avez comme portrait que vous allez emmener à la maison. Quand vous allez étudier, identifier quel produit vous êtes, qu'est-ce que vous produisez, identifier quel instrument vous êtes dans l'équipe et comment vous pouvez aussi faire en sorte que l'équipe que vous coachez soit aussi bien orientée selon votre vision ou les objectifs politiques. Voilà, vous voyez? Donc maintenant, vous avez chacun eu son portrait. Il y a différents profilages. Là, aujourd'hui, je ne reste que sur l'individu. Hein? Pour l'instant, comme c'est l'homme le facteur déterminant, il y a différents profils. Par exemple, nous constatons qu'il y a des administrateurs nés. Hein? On peut avoir des administrateurs nés, mais qui n'ont pas la formation d'administrateur. Hein? On est bien d'accord, n'est-ce pas? Voilà. On peut avoir des visionnaires. Maintenant, notez dans vos fiches, sur votre carnet, peu importe, où est-ce que vous vous situez plus? Ça sera aussi pour vous en l'amener à la maison. OK? Donc, il y a préférence au niveau mental. Il y a des perfectionnistes mentalement. Il y a des guérisseurs, c'est-à-dire qui aiment toujours soigner, guérir les choses. C'est-à-dire, quand il y a un problème mental, tu arrives là-bas comme si de rien n'était. Tu es guéri, naturellement.